Un satellite en orbite basse fait le tour de la Terre en environ 90 minutes, à près de 27 km par heure. Ça veut dire qu'un smartphone ne peut jamais rester connecté au même satellite plus de quelques secondes. Et pourtant, aujourd'hui, ton téléphone peut passer d'un satellite à l'autre sans une coupure, sans même que tu ne t'en rendes compte. C'est ça, la vraie prouesse technique de l'Internet satellitaire moderne. Imagine un instant ton téléphone, un Huawei ou un Xiaomi, sans box, sans antenne, sans équipement particulier. Tu n'as rien fait de spécial et pourtant, ton smartphone vient de se connecter automatiquement à un satellite situé à des centaines de kilomètres au-dessus de ta tête. Internet haut débit, partout, tout le temps, à un prix ridiculement bas. Pendant longtemps, Internet dépendait presque exclusivement des câbles, d'antennes et de centres de données au sol. Puis, une idée est revenue sur la table. Placer des milliers de satellites beaucoup plus proches de la Terre, en orbite basse, pour réduire la latence et offrir une connexion quasi équivalente à la fibre. Cette idée, Starlink l'a rendue réelle. Non pas en laboratoire, mais à grande échelle, avec des milliers de satellites qui se déplacent en permanence au-dessus de nos têtes. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne réellement, les handovers constants, les faisceaux orientables, la synchronisation orbitale, la gestion du trafic dans un environnement en mouvement permanent, une autre question apparaît. Une question plus technique que politique. Est-ce que ce modèle est le seul possible? Est-ce qu'il est optimal? Depuis quelques années, on nous explique que Starlink a gagné, que l'Internet satellitaire est une révolution américaine, que SpaceX a pris une avance impossible à rattraper et que le futur de la connectivité mondiale est déjà écrit. Et c'est vrai sur un point. Starlink a prouvé que ça marche. Mais croire que la partie est terminée serait une erreur. Car un réseau aussi complexe n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est une architecture avec des choix fondamentaux et des points de fragilité. Et pendant que beaucoup regardaient ces satellites comme une fin en soi, la Chine et son écosystème ont fait autre chose. Ils n'ont pas cherché à aller plus vite que Starlink, ni à faire simplement mieux. Ils n'ont même pas cherché à rattraper comme des abrutis. Ils ont commencé à repenser l'architecture du réseau lui-même. Aujourd'hui, on va donc parler d'orbite basse, de satellites, de téléphones capables de se connecter directement à l'espace et de ce que la Chine est en train de construire, non pas comme une copie de Starlink, mais comme une évolution profonde du modèle de l'Internet satellitaire. Je suis Excel Henrich, développeur passionné. Bienvenue dans la nouvelle bataille de l'espace. Un réseau Internet satellitaire en orbite basse, LEO, repose sur une idée simple et une exécution extrêmement complexe. Rapprocher les satellites de la Terre. À quelques centaines de kilomètres d'altitude, la latence chute drastiquement, passant de plusieurs centaines de millisecondes, comme avec les satellites géostationnaires, à quelques dizaines seulement. Sur le papier, c'est presque magique. En pratique, c'est un cauchemar d'ingénierie. Pourquoi ? Parce qu'un satellite en orbite basse se déplace très vite. Tellement vite qu'il traverse le ciel d'un point à l'autre en quelques minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, la Terre met 24 heures à faire un tour sur elle-même. Eh bien, un satellite en orbite basse fait un tour complet de la Terre en à peine 90 à 100 minutes. Résultat, ton terminal, qu'il soit une antenne ou un smartphone, ne parle jamais longtemps au même satellite. La connexion, pour persister, doit être transférée en permanence d'un satellite au suivant. On appelle ça le handover. Et c'est l'un des problèmes centraux de ces réseaux. Pour que ce handover soit invisible, il faut anticiper la trajectoire des satellites, orienter dynamiquement les faisceaux radio, recalculer les routes réseau en temps réel et synchroniser tout ça avec des milliers d'objets en mouvement. Dans cette configuration, les antennes au sol ne sont pas des paraboles passives. Ce sont des antennes dites phased array, capables de former et de déplacer électroniquement des faisceaux sans aucune pièce mécanique. Le satellite, lui, fait donc exactement la même chose dans l'autre sens. Il forme et oriente lui aussi ses faisceaux radio, mais cette fois-ci vers les utilisateurs au sol. Mais il y a un second niveau de complexité que l'on ne voit pas. Un réseau LEO. Pour ceux qui l'auraient loupé, c'est un réseau de satellites en orbite basse
n'est pas seulement une collection de satellites qui parlent à la Terre. Les satellites parlent aussi entre eux, grâce à des liaisons laser intersatellites. Ces lasers permettent de faire circuler les données dans l'espace avant même de redescendre au sol, réduisant la latence globale et limitant la dépendance aux stations terrestres. En clair, Internet commence à exister hors de la planète. À ce stade, on comprend pourquoi ce type de réseau est si difficile à construire. Il ne s'agit pas juste de mettre plus de satellites. C'est orchestrer un réseau mondial où chaque nœud se déplace à 27 000 km/h, où les routes changent en permanence et où la moindre erreur de synchronisation se traduit par une coupure. Quand ça fonctionne, c'est impressionnant. Mais quand on pousse le système dans ses retranchements, forte densité d'utilisateurs, mobilité extrême, interférences, les choix d'architecture deviennent visibles. Une fois qu'on a compris comment fonctionne l'Internet satellitaire moderne, on peut enfin se demander qu'est-ce qui se passe quand ce réseau sort du laboratoire et entre dans le monde réel, quand il fait face à des situations exceptionnelles, quand il rencontre le brouillage, la saturation, les conflits ou simplement des centaines de millions d'utilisateurs simultanés. C'est donc là que l'ingénierie cesse d'être neutre et que ses limites apparaissent. Sur le papier, un réseau en orbite basse est élégant. En conditions idéales, tout s'enchaîne parfaitement. Handovers fluides, faisceaux bien orientés, routage dynamique. Mais le monde réel n'est jamais un environnement de laboratoire. Dès qu'un réseau satellitaire est massivement utilisé, trois problèmes apparaissent presque immédiatement. La saturation, l'interférence et le brouillage volontaire. Commençons par la saturation. Un satellite LEO ne couvre qu'une zone limitée et dispose d'une capacité finie. Si trop d'utilisateurs se connectent en même temps dans une même région, eh bien le débit chute. Ce n'est pas une panne, c'est une limite physique. Plus on veut connecter de monde, plus il faut densifier la constellation, affiner la gestion du spectre et optimiser la répartition des faisceaux. À petite échelle, ça passe. À grande échelle, chaque choix d'architecture devient critique. Le deuxième problème, c'est l'interférence. Les satellites LEO partagent des bandes de fréquences déjà très encombrées. Entre les autres constellations, les réseaux terrestres et les effets atmosphériques, maintenir un signal propre est un exercice d'équilibriste. Le beamforming, qui permet en quelque sorte de concentrer les signaux radio en faisceaux précis vers une cible plutôt que de les diffuser partout, aide à réduire les interférences. Mais il ne fait pas de miracle. Dès qu'on multiplie les constellations sur une même orbite, la coordination devient un enjeu technique majeur. Et puis il y a le troisième problème, celui qu'on n'aime pas trop évoquer dans les brochures commerciales, le brouillage. Contrairement à une fibre enterrée sous terre, un signal radio est visible, détectable et attaquable. En Ukraine, sur la ligne de front, les terminaux Starlink sont brouillés quotidiennement par des systèmes de guerre électronique. En Iran, lors des coupures massives d'Internet il y a quelques semaines, les zones satellitaires ont elles aussi été ciblées. Pas par hasard, mais parce que c'est l'un des rares points de contrôle possibles sur les technologies satellitaires. Techniquement, brouiller un satellite ne veut pas dire le détruire. Il suffit souvent d'inonder une zone particulière de bruit radio suffisamment puissant pour rendre la communication inutilisable. Plus le signal est faible, plus il est vulnérable. Et dans un réseau LEO, les terminaux sont justement conçus pour être compacts, peu énergivores et grand public. Autrement dit, parfait pour l'usage civil, mais exposé dès que l'environnement devient hostile. C'est là que quelque chose change fondamentalement. Un réseau Internet satellitaire cesse d'être un simple produit technologique. Il devient une infrastructure critique, avec des contraintes de résilience, de sécurité et de contrôle. À partir de ce moment-là, la question n'est plus seulement est-ce que ça marche, mais est-ce que ça tient quand on cherche activement à le faire tomber. Et cette question, certains pays l'ont prise très au sérieux. Pas en essayant de renforcer un modèle existant à la marge, mais en repensant l'architecture, les standards et même la relation entre le satellite, le téléphone et le réseau. C'est précisément là que commence la réponse chinoise. Face aux limites révélées par le monde réel et des réseaux LEO,
Saturation, interférence, brouillage, dépendance aux stations au sol. Il y a deux manières de réagir. La première consiste à renforcer l'existant, améliorer les algorithmes, augmenter la puissance, ajouter des satellites. C'est une approche incrémentale, logique, efficace à court terme. La seconde est plus radicale. Se demander si l'architecture elle-même n'est pas le vrai problème. C'est cette deuxième voie que la Chine a choisie. La Chine ne part pas d'une page blanche. Elle s'appuie sur un cadre très précis, celui des réseaux non terrestres ou NTN, Non-Terrestrial Networks, déjà formalisé dans les standards télécoms internationaux. Depuis la release 17 du 3GPP, les satellites sont officiellement intégrés au standard 5G NTN, avec des extensions prévues pour la 6G. Ce point est fondamental. Le satellite n'est plus un système à part. Il devient un élément normalisé du réseau mobile. C'est dans ce cadre exactement que s'inscrivent les projets chinois comme Guowang et Qianfang. Guowang vise 13 000 satellites LEO, tandis que Qianfang annonce 15 000 satellites d'ici 2030, avec des lancements par grappe déjà opérationnels depuis 2025-2026. L'objectif n'est pas seulement la couverture, mais la densité, condition indispensable pour supporter des millions, des centaines de millions d'utilisateurs simultanés avec une latence inférieure à 50 millisecondes. Parce qu'une latence de 50 millisecondes ou moins, c'est le nécessaire pour les activités quotidiennes en ligne, streaming, travail, communication rapide. Techniquement, plusieurs briques sont déjà connues et testées. Les satellites utilisent des antennes phased array numériques capables de former des faisceaux très étroits, dynamiques et orientables en temps réel. Cela permet non seulement d'optimiser la capacité, mais aussi de réduire la surface attaquable en cas de brouillage en concentrant l'énergie là où se trouve l'utilisateur. Côté interconnexion, la Chine teste activement des liaisons laser intersatellites à plus de 100 gigabits permettant de router une partie du trafic directement dans l'espace sans redescendre immédiatement vers le sol. Un autre point clé, et je vous conseille de prendre le temps de le comprendre, c'est ce qu'on appelle une architecture hybride LEO, MEO, GEO. Dit comme ça sonne très jargon, mais l'idée est assez simple. Tout dépend de la hauteur à laquelle on place les satellites. En orbite basse, le LEO pour Low Earth Orbit, les satellites sont très proches de la Terre, quelques centaines de kilomètres seulement. Résultat, une latence très faible, idéale pour l'accès à Internet. Mais ce sont des satellites qui bougent très vite et couvrent peu de surface chacun, et ce tout simplement à cause de leur distance par rapport à la Terre. À l'autre extrême, on a le GEO pour Geostationary Orbit. Orbite géostationnaire. Ces satellites sont placés à environ 36 000 km d'altitude. Vus de la Terre, ils paraissent immobiles, couvrent une immense zone, mais avec une latence élevée, du fait de la distance une fois de plus. Ils sont parfaits pour la diffusion, pour la supervision ou pour la synchronisation globale de l'ensemble des couches et de l'ensemble des satellites. Entre ces deux extrémités, le MEO, Medium Earth Orbit, orbite terrestre moyenne, joue un rôle d'équilibriste, plus stable que le LEO, moins lent que le GEO, idéal pour des fonctions de coordination et de routage. Là où le modèle chinois se distingue donc, c'est qu'à la différence de Starlink, il n'essaie pas de tout faire sur une seule orbite, notamment l'orbite basse. Dans l'architecture chinoise, le LEO est utilisé pour parler directement aux utilisateurs. Le MEO sert de couche intermédiaire pour organiser le trafic et la mobilité. Et le GEO assure une forme de colonne vertébrale, plus stable, plus résiliente. En combinant ces trois niveaux, le réseau devient moins dépendant d'une seule couche orbitale et surtout beaucoup plus robuste face aux perturbations locales, qu'elles soient purement techniques ou intentionnelles. Enfin, il y a un élément rarement mis en avant, mais pourtant central, le traitement en orbite. Plusieurs satellites expérimentaux chinois embarquent déjà des capacités de computing in space, permettant de filtrer, chiffrer ou agréger des données directement à bord du satellite. L'objectif est double: réduire la latence et limiter l'exposition des flux sensibles lors de leur descente au sol. Ce choix technique est particulièrement pertinent dans un contexte de brouillage ou de guerre électronique.
À ce stade, on ne parle donc plus d'une vision abstraite. On parle d'un réseau pensé dès le départ pour s'inscrire dans les standards télécoms globaux, pour absorber une charge massive et pour fonctionner dans des environnements dégradés. Mais cette architecture n'a de sens que si elle atteint l'utilisateur final sans restriction. Et c'est à partir d'ici que la Chine introduit son levier le plus disruptif, la connexion directe entre le satellite et le smartphone, sans terminal dédié, sans équipement intermédiaire. Jusqu'ici, l'Internet satellitaire impliquait presque toujours un intermédiaire, une antenne dédiée, une parabole motorisée ou au minimum un terminal spécialisé. Laissez-moi donc vous introduire le Direct to Device, qui casse complètement ce modèle. L'idée est simple mais radicale. Permettre à un smartphone standard de se connecter directement à un satellite sans aucun équipement externe. Pas un mode de secours, pas un gadget, mais une fonction native du téléphone. Techniquement, ce saut est rendu possible par plusieurs évolutions simultanées. D'abord, l'intégration du satellite dans les standards télécoms eux-mêmes, avec les spécifications NTN du 3GPP. Depuis tout à l'heure, je parle de 3GPP. Mais qu'est-ce au juste? Le 3GPP, projet de partenariat de troisième génération dans le domaine des télécommunications par satellite, fait référence à l'intégration des systèmes satellitaires aux normes 5G. Avec lui, un satellite peut se comporter comme une station de base mobile, vue par le téléphone comme une antenne 5G un peu particulière. Sauf que dans ce cas-ci, elle se déplace à 27 000 km/h. Le téléphone, lui, n'a plus besoin de savoir qu'il parle à l'espace. C'est la pile réseau qui gère la complexité. Ensuite, il y a le matériel. Des fabricants comme Huawei ou Xiaomi travaillent sur des smartphones intégrant des modems capables de fonctionner à très faible puissance sur des bandes compatibles satellites. On ne parle ici plus de gros débit en permanence, mais de liens adaptatifs. Faible débit quand la puissance est limitée, puis monter progressivement dès que la géométrie orbitale le permet. C'est exactement l'inverse de l'approche antenne puissante au sol de Starlink. D'ailleurs, Starlink aussi a grandement investi dans cette technologie Direct to Device. Il est actuellement en phase bêta, se concentrant principalement sur l'envoi de courts messages ou de SOS d'urgence dans des territoires non couverts par le réseau cellulaire. On observera comment ça évolue. Je vous tiendrai informé. Ce changement a une conséquence majeure, la densité. Un réseau Direct to Device n'a pas besoin que chaque utilisateur possède une parabole active en continu, une antenne Starlink par exemple. Des millions de téléphones peuvent se connecter de manière intermittente, asynchrone, en partage de capacité orbitale. C'est beaucoup plus compatible avec un usage de masse et surtout avec des coûts extrêmement bas. Quand l'infrastructure est amortie à l'échelle d'un pays ou d'un continent, le prix par utilisateur, il s'effondre. C'est là qu'entre en jeu la logique du prix KO. Si le satellite devient une fonction native du téléphone et si le réseau est soutenu par une stratégie de long terme, l'abonnement n'a plus besoin d'être rentable individuellement. Il devient un coût d'infrastructure, comme un réseau électrique ou une route, supporté par des centaines de milliers d'automobilistes qui payent le péage. À ce stade, la concurrence ne se joue plus sur la technologie pure, mais sur la capacité à supporter des prix que personne d'autre ne peut suivre durablement. On reviendra plus en détail sur ces stratégies chinoises dans la suite de la vidéo. Et surtout, ce modèle change complètement le rapport de force. Un réseau Direct to Device est beaucoup plus difficile à neutraliser politiquement ou économiquement. Pas de terminaux à importer, pas d'antennes à confisquer massivement, pas de point d'accès unique. Le réseau se diffuse avec les téléphones eux-mêmes. Autrement dit, l'infrastructure devient invisible et omniprésente, les deux à la fois. À partir de là, on ne parle plus seulement d'un progrès technique, on parle d'un changement de la nature de l'Internet satellitaire. Et ce changement-là pose une question plus large. Que se passe-t-il quand une infrastructure critique cesse d'être un produit commercial pour devenir un bien stratégique assumé? À ce stade, une chose devient claire.
La bataille ne se joue plus uniquement sur la performance technique. Elle se joue sur la structure économique de tout le système, de tout le modèle. Un réseau satellitaire classique doit être rentable. Chaque utilisateur doit financer les satellites, les lancements, les stations au sol, la maintenance. Plus il y a d'utilisateurs, mieux c'est, mais à condition qu'ils paient. Le Direct-to-Device, soutenu par un État, change complètement cette équation. Dans le modèle chinois, l'abonnement n'est plus le cœur du business, il devient un outil d'adoption. Quand le coût annuel est symbolique, l'objectif n'est pas de maximiser la marge, mais de maximiser la base installée. Plus il y a d'utilisateurs, plus les standards s'imposent, plus l'écosystème se verrouille. Le réseau ne gagne pas de l'argent parce qu'il est cher, il gagne de la valeur parce qu'il est partout. C'est exactement ce qu'on appelle en Chine un prix tueur, un prix KO, un prix suffisamment bas pour rendre toute alternative économique absurde. On n'est pas en train de parler ici d'une échelle de 6 mois, ni même d'1 an. On parle d'une durée de temps assez longue pour que les concurrents arrêtent d'investir, arrêtent d'innover ou quittent simplement le marché. Et cette stratégie n'est possible que parce que la contrainte de rentabilité immédiate n'est pas la même. Un acteur privé, même extrêmement performant et fortuné, doit rendre des comptes à court ou moyen terme. Elon Musk, à l'occurrence, peut accepter des pertes, mais pas indéfiniment. Et surtout pas sur toutes les briques à la fois. L'État chinois, lui, peut absorber les coûts comme une dépense d'infrastructure, exactement comme une autoroute, un réseau électrique ou une constellation de navigation. À tel point que l'État américain sera certainement contraint de subventionner massivement Starlink pour le maintenir sur le marché. Le satellite arrêtera donc d'être un produit pour devenir un investissement stratégique. Ce schéma n'est pas théorique, qu'on soit clair. On l'a déjà vu. Lorsque Tesla a installé sa Gigafactory à Shanghai, la Chine n'a pas simplement accueilli une entreprise étrangère. Elle a subventionné, accéléré, observé, appris, puis intégré ses compétences dans son propre écosystème industriel. Résultat, en quelques années, les constructeurs chinois ont comblé leur retard technologique et dominent aujourd'hui une grande partie du marché mondial des véhicules électriques. Non pas par magie, mais par temps long et effet d'échelle. Appliqué à l'Internet satellitaire, ce raisonnement est redoutable. Une fois que les téléphones, les opérateurs, les fabricants de puces et l'énorme réseau s'alignent sur une même architecture, revenir en arrière devient extrêmement coûteux. C'est vraiment difficile. Le standard gagne, même si la technologie concurrente est objectivement très bonne. Parce que la bataille ne se gagne plus sur la qualité brute, mais sur l'inertie du système. Et là donc, on comprend le cœur du problème. Il ne s'agit pas seulement de savoir si Starlink est plus rapide aujourd'hui ou si la constellation chinoise est plus élégante sur le plan technique. Le vrai débat, c'est qui peut se permettre de perdre de l'argent le plus longtemps que les autres, tout en imposant ses standards à l'échelle mondiale. Dans cette équation, le temps n'est pas neutre. Il favorise ceux qui pensent en décennies, pas en cycle d'innovation ou de mandat présidentiel. Mais cette stratégie a des conséquences concrètes pour le reste du monde. Car lorsqu'une infrastructure devient à la fois bon marché, omniprésente et stratégique, elle pose une dernière question, peut-être la plus importante d'ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie pour les pays qui l'adoptent? L'opportunité d'une connexion massive ou une nouvelle forme de dépendance invisible? Pour beaucoup de pays africains, l'Internet satellitaire n'est pas un luxe. C'est une solution pragmatique à un problème très concret. Un problème dont vous n'imaginez même pas la grandeur. Tirer de la fibre optique sur des milliers de kilomètres, maintenir des réseaux dans des zones peu denses, sécuriser des câbles sous-marins vulnérables. Tout cela coûte cher, prend du temps et laisse encore des millions de personnes hors ligne et des centaines de millions de personnes avec un faible débit. On parle de plusieurs centaines de millions de personnes. Restons en République démocratique du Congo. C'est un territoire immense, recouvert en grande partie de forêts tropicales et peuplé de 84 millions d'habitants, dont moins de 9% avaient accès à Internet en 2019. Le pays a bien un accès à la mer via une petite façade maritime, mais qui est isolé du reste de son territoire.
Et vous voyez ensuite que le réseau de fibres atteint la capitale, Kinshasa, puis se dirige vers le sud pour alimenter les régions peuplées des Kasaï occidentales et orientales, puis le Katanga. En revanche, les régions dans l'extrême est du pays, les nord et sud Kivu, l'Ituri, la région de Kisangani au cœur de la forêt, et le nord-ouest sont dépourvues de réseaux terrestres alors qu'elles abritent également des populations importantes. Donc la situation géographique du pays, associée évidemment à plein d'autres facteurs comme l'instabilité politique, économique et sociale, rend difficile l'installation des infrastructures nécessaires. Il faut se rendre compte que les régions de l'Est sont à 1500 km à vol d'oiseau de la capitale. On comprend donc aisément que constituer un maillage complet de fibres sur l'ensemble du territoire est une tâche plutôt ardue et qu'en attendant, il faut trouver des alternatives dans les endroits isolés. Vu sous cet angle, une constellation satellitaire capable de fournir une connexion directe, rapide et peu chère ressemble à une opportunité évidente. Sur le plan technique, les usages sont clairs. Le satellite peut servir de black hole pour les opérateurs mobiles, connecter des zones rurales, sécuriser des infrastructures critiques ou fournir une redondance lorsque les réseaux terrestres et nationaux tombent. Avec le Direct-to-Device, il devient même possible d'apporter une couverture de base ou s'offrir une antenne n'est pas économiquement viable ni même envisageable. En ce sens, ces réseaux peuvent réellement réduire la fracture numérique. Mais cette opportunité a une contrepartie. Une infrastructure aussi performante qu'invisible pose toujours la même question. Qui la contrôle ? Quand l'accès à Internet dépend d'un réseau orbital étranger, les enjeux ne sont plus seulement techniques. Ils deviennent politiques, ils deviennent réglementaires, ils deviennent stratégiques, diplomatiques. Où passent les données ? Qui gère les stations sol ? Quelles normes sont imposées aux opérateurs locaux ? Et surtout, qui peut décider d'un changement de règles sans que le pays utilisateur ait réellement son mot à dire ? Il y a aussi un enjeu d'écosystème. Si le satellite contourne totalement les opérateurs locaux, il peut fragiliser les investissements existants, réduire les revenus des télécoms nationaux et créer une forme de dépendance technologique difficile à inverser. À l'inverse, s'il est intégré intelligemment, comme une couche complémentaire et non comme un remplacement, eh bien il peut remplacer les réseaux existants plutôt que les affaiblir. Tout dépend des choix de gouvernance, pas de la technologie elle-même. C'est là que la concurrence entre constellations devient paradoxalement une bonne nouvelle. Plus il y a d'acteurs crédibles, plus les États peuvent négocier, exiger des contreparties sur la souveraineté des données, refuser les exclusivités, imposer des règles d'interopérabilité ou conditionner l'accès au marché à des partenaires locaux. Le vrai risque n'est pas d'adopter le satellite. Le vrai risque, c'est de le faire sans stratégie. Et la concurrence est toujours bénéfique pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire vous et moi. Au fond, l'Internet satellitaire pose à l'Afrique la même question qu'à toutes les régions du monde, mais de manière plus aiguë. Comment profiter d'une technologie de rupture sans perdre le contrôle de son infrastructure numérique? La réponse ne se trouve ni dans le rejet, ni dans l'enthousiasme aveugle, mais dans la capacité à comprendre ce qui est en jeu, techniquement, économiquement et politiquement, avant que l'orbite basse ne devienne un fait accompli. Une chose est sûre, l'Afrique et ses gens doivent être connectés, et ce d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'économie dans ce monde devenu trop numérique. Hey les gens, si on prend un peu de recul, on se rend bien compte que cette histoire n'est pas vraiment une histoire de satellite. C'est une histoire d'architecture, d'un Internet qui ne dépend plus uniquement du sol, mais qui se déploie en couches, en orbite, avec ses propres règles physiques, ses contraintes et ses points de contrôle. Une fois qu'on comprend comment fonctionne le LEO, le MEO, le GEO, le Direct-to-Device, le handover, le brouillage, on comprend aussi que l'orbite basse est devenue une nouvelle infrastructure critique, au même titre que l'électricité ou les câbles sous-marins. Starlink, de par son audace, a montré que c'était possible. La Chine, de par son génie et son ambition, montre que ce n'est pas forcément suffisant. En intégrant le satellite au standard télécom, en pensant le réseau comme une extension native du smartphone et en acceptant de casser les prix sur le long terme, elle ne cherche pas simplement à proposer une alternative. Elle cherche à rendre ce type d'infrastructure banal, invisible, intégré et donc difficile à contester une fois sur place.
À partir de là, la question n'est plus de savoir qui a la meilleure technologie aujourd'hui. La question devient qui définit les normes, qui peut absorber les coûts pendant des années, qui peut transformer une prouesse d'ingénierie en infrastructure de masse adoptée par défaut. Dans un monde où le signal peut être brouillé, où les réseaux peuvent être coupés et où la connectivité devient un enjeu stratégique, ces questions ne sont plus abstraites. Et bien là, les États-Unis auront une réelle raison de sanctionner les téléphones chinois pour les pays qui adoptent ces réseaux, notamment en Afrique. Le satellite peut être une opportunité immense, connecté, sécurisé, accéléré. Mais comme toute infrastructure invisible, il peut aussi devenir une dépendance silencieuse si les choix sont faits sans vision, sans condition, sans maîtrise des standards. La technologie ne décide pas à elle seule. Ce sont les infrastructures et les règles autour d'elles qui font la différence. Au XXIe siècle, la bataille pour Internet ne se joue pas seulement sur Terre. Elle se joue à 500 km au-dessus de nos têtes. Et ceux qui contrôlent l'orbite ne contrôlent pas seulement des satellites. Ils contrôlent une partie de la circulation de l'information, de l'économie, du pouvoir. Et la Chine se positionne. Le siècle orbital ne fait que commencer. Don't it? Edita!